Dans cet exercice, un Central 2 PC de 2017, on s'intéresse à une fonction, enfin une suite de fonctions fn, définie par fn de x égale nx cube plus n carré x moins 2. Et en fait, on va s'intéresser à une suite définie implicitement, donc la suite an, où on dit que an, c'est l'unique réel pour lequel la fonction fn s'annule. Donc une fois qu'on aura défini cette suite implicite, on va d'abord utiliser du Python, passer du Central 2, pour écrire une fonction Python qui renvoie la valeur a de n. Puis on va démontrer mathématiquement que la suite an est décroissante et convergente. Après, en Python à nouveau, on va s'intéresser à la suite un qui est n carré un. On va tracer cette suite-là pour avoir une idée du comportement de an quand n tend vers plus l'infini. Ensuite, on va démontrer la conjecture qu'on a trouvée dans la question précédente. Puis s'intéresser, grâce à l'équivalent qu'on a trouvé, à la nature de la série de termes générale an. Puis à la nature de la série de termes générale n puissance alpha an moins 2 sur n carré. Et enfin, on va poser une fonction g, donc g de x égale ça, définie sur 0, 1 par ça. On va montrer que g est croissante sur intervalle a de 1. Puis, en s'intéressant à la suite xp définie par x0 égale 1 et xp plus 1 égale g de xp, donc c'est une suite du type un plus 1 égale f de un, on va démontrer que xp tend vers a2 lorsque p tend vers plus infini. Donc on va reprendre maintenant les questions une à une. Donc pour montrer que fn ne s'annule qu'une unique fois sur R, en fait ici on a envie d'appliquer un théorème de bijection. Donc pour ça il va falloir vérifier que fn est continue, mais bon elle est polynomiale donc il n'y a pas de problème, et strictement monotone. Donc on va calculer sa dérivée. Donc avant de dériver on dit qu'elle est dérivable. Et on calcule cette dérivée. Effectivement cette dérivée c'est 1 positif plus n carré qui est plus grand que 1, donc c'est plus grand que 1, et en particulier c'est strictement positif. Donc du coup, ma fonction fn va être strictement croissante sur R. Elle est aussi continue parce qu'elle est polynomiale. Donc continue strictement croissante sur R. Elle réalise une bijection de R sur fn de R. Et pour calculer fn de R, on cherche limite de fn en plus infini et moins l'infini. Mais comme c'est une fonction polynomiale, en plus infini et moins l'infini, il aura le même comportement que le terme de plus haut degré, donc le nx3. Et nx3 va tendre vers plus infini en plus infini, et moins l'infini en moins l'infini. Et donc on obtient que fn de R va être égal à R. Donc comme fn de R égale R et que 0 appartient du coup à l'ensemble image, 0 appartient bien à R, le théorème de que fn est une bijection, donc il y aura un unique antécédent, c'est-à-dire un unique réel x qui vérifie fn de x égale 0. Donc ce réel là, dans la suite, ce réel là, on va le noter an. Et on aura donc fn de an égale 0. C'est pour ça qu'on parle d'une suite définie implicitement. On ne connaît pas explicitement an, mais on le connaît via la condition qui nous dit que fn de an égale 0. Donc créer une fonction Python an qui renvoie la valeur de an. Donc en gros, ici, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire une fonction Python qui résout l'équation fn de x égale 0. Et pour ça, je vous rappelle qu'on est dans un oral central. Et dans un oral central, on a droit à un certain nombre de fonctions qu'on ne peut pas utiliser à l'écrit, mais sauf bien sûr indication contraire de l'énoncé. Mais à l'oral, on dispose d'un certain nombre de petites fiches Python qui nous donnent un certain nombre de fonctions supplémentaires. Donc notamment, on a une fiche sur l'analyse numérique qui est fournie par Central. Et dans les modules qu'on nous présente, il y a un module de résolution approchée d'équation. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Et donc un module pour résoudre l'équation du type f de x égale 0. C'est exactement ce qu'on veut. Et donc on va utiliser la fonction fsolve du module cp.optimize. Donc ça veut dire que nous, on va utiliser cette commande-là pour importer le module optimize. Et donc on va l'appeler resol. Et on va utiliser la fonction fsolve pour résoudre. Et on voit comment marche fsolve. On lui passe comme paramètre une fonction f, un point de départ. Donc c'est une condition initiale. Et à partir de cette condition initiale, elle va tourner jusqu'à trouver une solution de l'équation f de x égale 0. Attention, suivant la condition initiale que l'on va prendre, on ne va pas obtenir forcément la même solution parce qu'on cherche en partant de moins 2 en se baladant, ici, ou en partant de 2. Et donc vous voyez que la solution qu'on va trouver, ici il y avait deux solutions qui étaient plus ou moins racine de 2. Si on part de moins 2, on va tomber sur moins racine de 2. Si on part de 2, on va tomber sur racine de 2. Donc ça dépend du point de départ. Donc après, il y a tout un tas de choses dans ce module-là sur des résolutions de fonctions à valeur vectorielle, avec la fonction route, etc. Bon, c'est pas vraiment l'objet ici, mais encore une fois, je vous rappelle que pour passer un oral central, il faut avoir une connaissance de ces fiches,
non pas forcément une connaissance extrêmement précise, parce que vous voyez, tout est rappelé dedans, mais au moins savoir que les fonctions existent, qui nous permet après d'aller les rechercher, et dans quel module, ben, suivant ce qu'on fait, on sait qu'on cherche dans telle ou telle partie de ces fiches-là. Donc nous, ici, on va être tranquille, parce que quel que soit le point de départ qu'on va prendre, comme fn, fn de x égale 0 à une unique solution, on est sûr de tomber sur la même. Donc on va écrire, donc comme on importe d'abord le module cp.optimize, et on définit une fonction à n. Donc la difficulté, c'est que dans cette fonction à n, il faut, dans ma fonction, pardon, fsolve, j'ai besoin d'une fonction. Donc vous voyez la fonction f, je l'ai définie ici, def f de x, donc je définis une fonction localement à l'intérieur de ma fonction à n. Donc je renvoie la valeur de fn de x, hein, et j'utilise maintenant la commande resolve.fsolve de ma fonction f qui correspond à fn, et avec 0 comme valeur initiale. Attention, 0, c'est pas parce qu'on cherche fn de x égale 0, c'est le point de départ de la résolution approchée. On aurait pu aussi écrire un truc de ce genre-là. Donc, et utiliser la commande lambda qui me permet de définir une fonction sans lui donner de nom, donc lambda x de point, et on écrit derrière la valeur de f de x, donc ici j'aurais écrit ça. Donc ce mot-clé lambda me permet de définir une fonction sans lui donner de nom. Donc ça va être une fonction forcément locale. Et, pardon, j'ai oublié de mettre le virgule 0 ici, le point de départ. Donc je donne le réel duquel on va partir. Autre chose, notons bien que si on avait cherché à résoudre l'équation, par exemple, ici, fn de x égale 3, on serait ramené à une nouvelle fonction égale 0 pour pouvoir utiliser la fonction fsolve. La fonction fsolve résout une équation f de x égale 0. Il faut avoir 0. Et pour avoir 0, il suffit de passer tout le monde du même côté, comme ça on le fera apparaître naturellement. Donc voilà pour cette fonction-là. Donc on a écrit une fonction, donc bien sûr je vais enlever cette dernière ligne avant de compiler, sinon ça va me renvoyer une erreur. Donc je compile, ok. Donc voilà pour ça. Donc maintenant on repasse à la correction de l'exercice. On demande de montrer que n est décroissante et convergente. Donc naturellement, pour démontrer que n est décroissante, AN est défini implicitement. Donc je ne connais que son image par Fn. Donc moi je veux comparer AN et AN plus 1. Et je peux me dire, tiens, je vais comparer Fn de AN et Fn de AN plus 1 pour voir lequel est le plus grand. Et comme ça, j'aurai une idée. Si Fn de AN plus 1 est plus grand que 0, je pourrais dire que ma fonction est croissante, j'aurai AN plus 1 plus grand que AN. Mais je peux faire la même chose avec AN plus 1, c'est-à-dire je peux comparer Fn plus 1 de AN que je ne connais pas, donc que je vais essayer d'estimer, et Fn plus 1 de AN plus 1 qui lui vaut 0. C'est plutôt ce qu'on me demande de faire ici. On me demande de comparer ces trucs-là. Alors bon, l'indication est un peu bizarre parce qu'on me demande de comparer avec Fn de AN, donc l'idée serait plutôt de comparer avec Fn plus 1 de AN plus 1. En tout cas, je vais calculer Fn plus 1 de AN. Donc, on calcule Fn plus 1 de AN. On tombe, donc on remplace, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on connaît de AN? On connaît qu'une chose, c'est que Fn de AN égale 0. Donc c'est-à-dire cette quantité-là est nulle. Et donc l'idée, c'est de développer ce qu'on a ici pour faire apparaître ce Fn de AN qui fait 0. Et il va me rester quoi? Il va me rester 1 AN au cube, plus, alors quand on développe, ça me fera n carré AN que j'ai mis là, plus 2n plus 1 AN, et le moins 2, je l'ai mis ici, donc il ne me reste plus rien d'autre. Donc on voit qu'on a cette quantité qui est nulle, plus cette quantité-là. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est positif ou négatif? Et on voit qu'on a besoin du signe de AN. Donc pour avoir le signe de AN, encore une fois, je ne sais pas qui est AN, mais pour comparer AN et 0, je vais comparer les images. Et ce sera le cas chaque fois que vous aurez une quantité définie implicitement. Si vous voulez la comparer avec autre chose, il faudra comparer son image avec l'image d'autre chose. Donc là, je calcule Fn de 0 qui vaut moins 2. C'est plus petit que Fn de AN. Et Fn est strictement croissante sur R. 0 appartient à R, AN appartient à R. Donc les images et les antécédents seront dans le même ordre. Et comme moins 2 est plus petit que 0, j'aurai 0 qui sera plus petit que AN. Donc j'obtiens comme ça que AN est positif. D'ailleurs, ouais, bon. Et donc comme AN est positif, là on a deux quantités qui vont être positives. Donc Fn plus 1 de AN plus 1, qui vaut 0, sera plus petit, ici, plus petit, que Fn plus 1 de AN.
Donc maintenant, j'ai comparé les images de AN plus 1 et de AN par Fn plus 1, qui est une fonction aussi croissante, sur R. AN et AN plus 1 sont des réels. Donc les images et les antécédents seront dans le même ordre. Et donc j'obtiens comme ça, comme les images sont dans cet ordre-là, Fn plus 1 de AN plus grand que Fn plus 1 de AN plus 1, j'obtiens que AN est plus grand que AN plus 1. Et donc ma suite AN va être décroissante. En plus, vous remarquerez que la minoration que j'ai obtenue là pour AN est pratique, parce qu'elle est décroissante, mais je viens de démontrer aussi qu'elle était minorée par 0. Donc décroissante minorée par 0, donc elle converge vers un réel L qui en particulier est positif. Ensuite, on demande de tracer UN carré qui vaut n carré à n pour n appartenant à 10, 100. Donc là, ce qu'on va faire, comme on fait d'habitude quand on veut tracer une fonction ou une suite, on va prendre d'abord l'ensemble dans une liste, toutes les valeurs qu'on veut en abscisse. Donc on fait une liste par compréhension, disant qu'on veut l'ensemble des n pour n in range 10, 101. On aurait pu faire autrement en disant n égale liste de range 10, 101, ça faisait au même. Ou même n égale à range 10, 101, bon c'est pas forcément l'idéal, mais Python sera souple là-dessus, il le prendra quand même. Et après je vais calculer les images, donc toujours par compréhension. Pour calculer mes images, je prends les f de l'élément de n. Donc ici mon f c'est n carré fois an pour n in grand N. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on est sûr d'avoir exactement le même nombre d'éléments dans ma liste n et dans ma liste u. Et donc quand je vais faire mon plt.plot, il n'y aura pas d'erreur. Et donc vous voyez, plus généralement, l'idée c'est de prendre un... Alors si on veut tracer une fonction, grand X égale X for X, enfin oui, X égale, je sais pas, moi, np.linspace par exemple, plutôt, on va faire comme ça, de 1, 3, 1000. Donc là, on coupe l'intervalle 1, 3 en 1000 points. Et après, on va prendre y égale f de x for x in x. C'est-à-dire y, c'est la liste des images par f des éléments de la liste grand X. Et encore une fois, ici, on sera sûr d'avoir le même nombre d'éléments dans x et dans y. Et on pourra écrire après un plt.plot de xy, ce qui me fera le tracé de la fonction xy sur l'intervalle 1, 3, en prenant 1000 points pour découper cet intervalle-là. Donc là, on fait la même chose avec des suites. Vous voyez, on prend l'ensemble des n que l'on veut et on calcule l'ensemble des images derrière. Donc on a obtenu ça. Donc là, on va le tracer. Donc vous voyez, j'ai utilisé la commande plt.grid pour faire apparaître une grille au niveau de l'affichage, ce qui permettra une lisibilité accrue. Et plt.show, bien sûr, pour lancer l'affichage. Et donc quand on le lance, on obtient ça. Donc on voit que n carré à n augmente au départ et il s'approche d'une valeur qui a l'air d'être une valeur limite. Alors attention de ne pas lire directement la valeur là. Vous remarquerez qu'ici il y a un plus 1,999. Donc en fait, quand on lit les abscisses, c'est cette quantité-là, plus 1,999, et on voit que ça va faire 2. Et je vous rappelle, quand vous baladez dans le graphique, en bas, c'est-à-dire ici, là, va apparaître l'abscisse et l'ordonnée correspondante. Donc vous voyez, on la voit qui augmente. Et quand je mets sur la courbe, ici, on voit que l'ordonnée est environ égale à 2. Donc c'est-à-dire que mon n carré à n, il semble tendre vers 2. Donc c'est ce qu'on va conjecturer, que n carré à n, donc que n carré à n tend vers 2, et donc du coup, n carré à n va être équivalent à 2, donc an semblerait être équivalent à 2 sur n2. Donc après, on vous demande de prouver la conjecture, voilà, enfin plus ou moins c'est pas écrit comme ça, mais on vous demande de trouver un équivalent de an. Donc pour ça, en repartant de la définition, donc on va se servir de ça. Donc on a fn de an égale 0. Donc n à n au cube plus n carré à n moins 2 égale 0. Et on va isoler le n carré à n. Donc en le mettant en facteur de 1 qui apparaissait, plus an carré sur n, donc c'était le terme en n à n cube. Et ça, c'est égal à 2. Pour tout n dans n. Étoile, parce que sinon on n'a pas le droit de diviser par n bien sûr, mais on cherche un équivalent, donc là il faudrait mettre une étoile quand n tend vers plus infini. Et l'intérêt c'est que on sait que n converge, donc en particulier cette suite là est bornée, c'est un grand taux de 1, et donc quand on regarde an carré ça va aussi être borné, et donc la quantité de quotient qui est là, an carré sur n, c'est un grand taux de 1 sur n, donc c'est un grand taux de 1 sur n, donc en particulier ça tend vers 0.
Et comme ça tend vers 0, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse ici, ça va tendre vers 1, qui est un nombre non nul. Donc c'est du coup équivalent à 1. Et donc en passant l'équivalent de part et d'autre de l'égalité, on obtient que n carré à n est équivalent à 2. Et comme n carré à n est équivalent à 2, on obtient que n va être équivalent à 2 sur n2. Et on a bien prouvé la conjecture de la question précédente. Ensuite, on vous demande de montrer que la série des Rn converge. Donc là, on a obtenu un équivalent ici. Ma suite à n est positive. Enfin, oui, à n est positif. Et donc, on va utiliser le théorème de comparaison des séries à termes positifs. La série des 2 sur 1, 2 converge parce que c'est du Riemann et le puissance 2 ici en dénominateur est strictement plus grande que 1. Donc, d'après le théorème de comparaison, la somme des n converge. Si on veut se passer du à terme positif, bon là ça coûte vraiment pas grand chose parce qu'on sait que tout le monde est positif, on peut aussi utiliser de l'absolue convergence en disant que la série des 2 sur 1 2 est absolument convergente, c'est du Riemann pareil. Donc par comparaison, et là si on fait de l'absolue convergence on n'a pas besoin de la positivité, on obtient que AN est absolument convergente, la série des AN pardon, donc la série des AN converge. Donc ensuite on vous demande de vous intéresser à n alpha à n-2 sur n2. Donc pareil, ce n-2 sur n2, il faudrait regarder un petit peu ce qu'il vaut. Et on repart de l'équation vérifiée par n. Donc on a en particulier cette quantité-là. Donc moi, vous voyez, j'essaie de faire apparaître le an-2 sur n2. Donc j'ai laissé ce terme-là de ce côté. Ce qui fait qu'en divisant par n2, je fais apparaître ce an-2 sur n2. Et j'obtiens du coup qu'il est égal à n au cube sur n. An au cube, ça va être équivalent à 2 sur n2 au cube, c'est-à-dire 8 sur n6. Et donc finalement, la partie de droite est équivalente à 8 sur n7. Et finalement, quand je multiplie par n alpha, j'obtiens un équivalent en 8 sur n puissance 7 moins alpha. Donc là, on va maintenant faire la convergence. Donc encore une fois, on va utiliser le théorème de comparaison. Cette série à droite, enfin le terme général à droite est positif. Donc comme les deux suites sont équivalentes, on sait qu'à partir d'un certain rang, celle-ci sera positive aussi. Et donc du coup, on va utiliser le théorème de comparaison des séries à termes positifs, qui me dit que cette série, la série des 8 sur n puissance 7 moins alpha, va converger si et seulement si l'autre converge. Et comme la série des 8 sur n puissance 7 moins alpha converge si et seulement si 7 moins alpha est plus grand que 1, c'est-à-dire si alpha est plus petit que 6, on va obtenir que la série de départ, celle qui m'intéresse, converge si et seulement si alpha est plus petit que 6. Bon, ensuite on pose une nouvelle fonction, donc g de x égale cette fonction-là. Donc cette fonction a l'air assez compliquée comme ça, mais bon, il y a fort à parier qu'elle soit posée pour que tout marche bien. Donc montrer que g est croissante sur A2, 1. Donc GA2, on peut se demander qui c'était. Donc A2, c'était la solution de l'équation f2 de x égale 0. Donc ça veut dire que A2 vérifie que 2A2 au cube plus 4A2 moins 2 égale 0. Et on sait qu'au-delà de A2, donc sur A2 plus infini, cette fonction-là va être positive parce qu'on a vu que Fn était croissante. Donc nous, on va calculer, bien sûr, on va dériver g, donc on va calculer g' de x. Vous remarquez que le dénominateur ici est toujours positif, donc il n'y a pas de problème. La fonction g est définie sur R, en fait, bon, on dit sur 0,1, mais elle est même définie sur R. Et elle va être dérivable sur R. Et on calcule sa dérivée. Donc on calcule sa dérivée, donc je passe un petit peu le calcul et on obtient ça. Et qu'est-ce qui apparaît comme par hasard en numérateur? Quand vous regardez ce que vous avez en haut, vous avez la moitié de f2 de x. Donc éventuellement, j'aurais pu mettre un 3x en facteur, et j'aurais eu 2x3 plus 4x moins 2, c'est-à-dire f2 de x. Et ce f2 de x, on sait qu'il est positif pour x plus grand que a2. Ça tombe bien, parce qu'on est sur a2, 1. Donc du coup, ma dérivée va être positive, parce que 3x, ça va être positif. f2 de x, ça va être positif. Le dénominateur, bien sûr, est positif. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai écrit au dénominateur, mais à mon avis, il y a une faute de frappe là. Au dénominateur, c'est pas ce terme-là, mais c'est celui-là, hein, au carré. Donc en tout cas, c'est positif. Et finalement, comme c'est la dérivée positive, ma fonction va être croissante sur l'intervalle A2, 1. Donc ensuite on s'intéresse à la suite définie par xp plus 1 égale g de xp. Donc on va d'abord démontrer que ma suite reste dans l'intervalle A2, 1. Donc pour ça on va démontrer que l'intervalle A2, 1 est stable par g.
Et comme ma fonction g est croissante sur l'intervalle a de 1, attention, c'est indispensable, g est croissante sur a de 1, donc g de l'intervalle a de 1, ce sera l'intervalle g de a2, g de 1. Et quand on calcule g de 1, ça fait 3/5. G de a2, ben, ça va être égal à a2, parce que quand on résout l'équation g de x égale x, on obtient que, en faisant un produit en croix, 2x3 plus 1 égale 3x2 plus 2x. Et quand on passe tout le monde du même côté, on obtient finalement que f2 de x égale 0, donc x égale à 2. Donc en particulier, donc l'équation g de x égale x est vraie si et seulement si x égale à 2, mais en particulier g de a2 égale à 2. Donc g de a2 égale à 2, g de 1 en calcul ça fait 3/5, et a2 3/5 est bien inclus dans l'intervalle a2, 1. Donc ma fonction g est croissante. Alors attention, quand je dis inclus, on pourrait très bien imaginer que 3/5 soit plus petit que a2, mais je vous rappelle que la fonction g est croissante. Donc on sait que g de 1 sera plus grand que g de a2, et donc 3/5 est plus grand que a2, plus petit que 1, donc on est bien dans l'intervalle a2, 1. Alors ensuite, on va maintenant démontrer grâce à cette relation g de a2, 1 inclus dans a2, 1, que l'intervalle a2, 1, enfin que la suite xp reste dans l'intervalle a2, 1. Donc pour ça, on va le faire par récurrence. Et comme on a la relation de stabilité, on va écrire que xp plus 1, qui est g de xp, appartient à g de a2, 1, qui est inclus dans a2, 1. Et donc on a bien prouvé que xp plus 1 est dans a2, 1. Donc voilà, par récurrence, on obtiendra que xp appartient à a2, 1 pour tout p dans n. Et comme ma fonction g est croissante sur a2, 1, on va pouvoir démontrer toujours par récurrence que la suite xp est monotone. Donc pour ça, la récurrence, c'est on suppose que xp est plus petit que xp plus 1, et on applique la fonction g. Comme xp et xp plus 1 sont dans a2, 1, je garde le même ordre, donc g de xp plus petit que g de xp plus 1, et donc du coup j'obtiens que xp plus 2 plus petit que xp plus... non, xp plus 1 plus petit que xp plus 2, et donc si ma suite est croissante à un terme donné, enfin si xp est plus petit que xp plus 1, j'obtiendrai xp plus 1 plus petit que xp plus 2. Pareil bien sûr dans l'autre sens, donc en tout cas ma suite est monotone, donc c'est quelque chose qui est très classique ce truc là. Et du coup, comme on a en particulier x1 qui est g de 1, qui est 3/5, qui est plus petit que x0 qui vaut 1, ben, ma suite est décroissante au début, donc elle va rester décroissante. Donc ma suite xp est décroissante. Elle est décroissante, et on a vu qu'elle était toujours d'intervalle a2, 1, donc elle est minorée par a2. Décroissante et minorée, donc elle converge vers un réel L. Et comme ma suite xp appartient à l'intervalle a2, 1, ma limite L sera elle aussi dans l'intervalle a2, 1. Enfin, on va utiliser maintenant la continuité de G sur R, donc en particulier en L. Et comme on a xp plus 1 qui tend vers L, G de xp qui par continuité de G va tendre vers G de L, on va obtenir l'équation L égale G de L. Et on a vu que L égale G de L ici est équivalent à L égale A2. Donc ma suite converge finalement vers A2 lorsque P tend vers plus infini.